Bonjour à nouveau, chers auditeurs. Nous abordons la deuxième partie de notre libre journal des sciences et des techniques, animé par votre serviteur Paul de Hevels. Et nous recevons ce soir le professeur Luc Montagnier, prix Nobel, découvreur du sida et de tas d'autres choses, chercheur éminent, qui va nous parler de toutes sortes de questions passionnantes liées à la biologie de la cellule, au virus, au rétrovirus, enfin à toutes ces questions. Alors, le professeur Montagnier est auteur d'un certain nombre d'ouvrages que je recommande, mais peut-être le plus abordable et le plus passionnant d'entre eux, c'est ce livre que je considère moi-même comme magnifique, qui est Les combats de la vie, mieux que guérir, prévenir, qui a été publié chez Jean-Claude Lattès et qui est également disponible en livre de poche. Et la date de publication, je l'oublie toujours, mais ça date de 2008. C'est donc relativement récent. Alors, professeur Montagnier, je voudrais aborder cette partie d'émission qui représente vos travaux récents. Alors, professeur Montagnier, vous êtes un homme très actif, très passionné par ce que vous faites. Vous n'avez pas dételé jusqu'à maintenant et vous avez toujours actuellement des travaux en cours extrêmement actifs. Et, puis-je le mentionner, votre âge? Quelques printemps. Alors, vous avez en fait 83 ans, 82 pour être précis, 82 ans. Et vous êtes plein d'énergie, etc. Or, la fin de votre carrière à l'Institut Pasteur, c'est lorsque vous avez atteint l'âge de 65 ans, si je ne m'abuse. C'était prolongé à 68, 69. C'est ça, parce que c'est pas à cause de votre talent, mais à cause du fait que vous aviez quelques enfants. Enfin, c'est une prolongation. Oui, il y a 1 an pour avoir 3 enfants, mais il y a aussi 3 ans. Et l'Institut Pasteur est une fondation privée. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est extraordinaire à ce moment-là, eh bien, on vous dit, ça y est, vous avez atteint l'âge de la retraite. En quelque sorte, vous n'êtes plus bon à rien, au revoir, monsieur. Alors, c'est extraordinaire de voir ça, parce que je comparerais ça à la situation américaine, où un professeur peut exercer ses fonctions à vie, tant qu'il en a l'énergie et la volonté. Donc, il est assez courant de voir des professeurs de votre âge à l'université, aux États-Unis. J'ai vu moi-même quelqu'un qui avait 92 ans et qui faisait toujours des cours avec passion et qui était suivi par ses étudiants. C'est uniquement une question de force vitale. Et au lieu de ça, en France, on vous dit, terminé, vous avez atteint cet âge, maintenant, dehors, on ne veut plus de vous, on vous donne même pas un placard à balai pour travailler, et surtout, on vous prive de tous les instruments de travail. Bien entendu, comme vous êtes un grand savant, puisque vous avez eu toutes sortes de prix de découverte, le prix Lasker, le grand prix du CNRS, ça s'appelle une médaille d'ailleurs, vous avez le prix Nobel et ainsi de suite, le Japan Prize, toutes sortes de choses. Et puis, vous n'avez pas de mal à trouver d'autres points de chute, mais ces points de chute sont aux États-Unis. Vous allez travailler à la New York University, vous allez aussi en Chine, et finalement, vous trouvez, comme vous avez quand même, malgré le fait que vous avez voyagé dans tous les pays, vous êtes quand même bien en France, je me trompe, c'est vrai, vous avez une famille et vous aimez bien la France, puisque vous êtes devant nous aujourd'hui, eh bien, vous créez des entreprises, malgré le fait aussi que vous avez déposé sous votre responsabilité à l'Institut Pasteur plus de 700 brevets. Est-ce que je me trompe? Oui, la plupart sur le sida. Oui, mais 700 brevets, c'est phénoménal. Beaucoup de gens nous disent, vous avez des gens qui font des travaux théoriques, mais 700 brevets pour une même personne, et je suppose, bien entendu, que vous n'en touchez absolument pas un centime. Si, j'en touche une petite partie. Oui, mais cette partie est... tout va. Elle me permet quand même de faire vivre en partie mes sociétés, justement. Oui, alors justement, et alors là, vous créez essentiellement 2 sociétés. Vous voulez citer leur nom? Il y a la première société a été créée il y a plus de presque 10 ans maintenant. Elle s'appelle Nanectis. Elle est en difficulté à cause des charges de personnel très importantes. Et du fait aussi, je peux le dire là devant vous, devant le public,
J'attends toujours le crédit impôt recherche, qu'on me refuse cette année après 4 mois. Alors voilà une question subsidiaire intéressante qui, je dirais, devrait intéresser les citoyens. Alors dans cette émission, nous avons l'habitude de ne pas faire de politique politicienne et même pas de politique du tout, sauf que je voudrais rappeler qu'il y a un crédit, disons un grand emprunt qui a été fait pour la recherche de 50 milliards d'euros, et également la disposition du crédit impôt recherche qui devrait être systématique pour toutes les entreprises, en fait beaucoup de gens se plaignent que l'argent n'arrive pas, que le grand emprunt ait été donné à des causes pas très nettes et ainsi de suite. L'État français est très mauvais payeur, vous êtes d'accord avec moi? C'est un constat. Ensuite, la deuxième société qui est en cours et qui exploite vos dernières découvertes. La deuxième société est en meilleure santé pour l'instant. Alors, donc, professeur Luc Montagnier, vous avez fait tout cela, et si vous voulez, il faut quand même dire en passant que le traitement qui vous a été fait est véritablement scandaleux. Parce que, normalement, quelqu'un avec votre potentialité de recherche aurait dû être pérennisé et avoir au moins un laboratoire où il aurait pu continuer à mener ses recherches. Au lieu de ça, en France, on applique une règle complètement stricte et stupide. Alors c'est assez incroyable qu'aux États-Unis, donc, il n'y a pas d'âge, et je dirais même plus, on ne peut pas faire de discrimination due à l'âge. C'est comme le sexe des gens. C'est le fait que vous soyez un homme, une femme, eh bien, on ne peut pas faire de discrimination à cause de ça. On ne peut pas faire de discrimination non plus à cause de l'âge. Donc, si vous êtes capable de faire la même chose à 80 ans qu'à 50, on devrait vous laisser le faire. Et aux États-Unis, c'est le cas. En France, on vous dit c'est terminé. J'ai quand même maintenant une grande liberté de pensée, de travail. J'ai peu de moyens financiers et bien sûr je fais appel à l'aide de mes concitoyens. Mais j'ai, grâce au prix Nobel notamment, eu la possibilité de développer des idées qui au départ sont considérées comme hérétiques, si vous voulez. Alors, je ne suis pas le premier dans l'histoire des sciences à avoir été un hérétique. On a brûlé des hérétiques au XVe ou au XVIe siècle. On a obligé Galilée d'abjurer de pas faire admettre que la Terre tournait autour du Soleil. Et donc, je considère que souvent, il y a effectivement une sorte de retard, si vous voulez, de conservatisme dans les sciences. Alors, c'est un peu paradoxal, car la science est par définition, contrairement aux religions, un mouvement, n'est-ce pas, un mouvement des connaissances qui ne s'arrête pas. Mais on constate cependant que souvent, il existe des périodes où on exploite ce qu'on appelle des nouveaux paradigmes, n'est-ce pas? Alors, on a exploité des nouveaux paradigmes en physique quantique, là, au début du XXe siècle, sur lesquels on vit toujours, mais on les a quand même un peu modifiés. En biologie, le grand paradigme, ça a été la découverte de la double hélice de l'ADN par Watson, Crick et Wilkins. Et on vit sur ce paradigme, c'est-à-dire la biologie moléculaire a été fondée là-dessus. C'est très bien, moi-même j'ai commencé par faire de la biologie moléculaire. Mais je considère que maintenant, vu les résultats actuels, eh bien, il faut changer de paradigme. Et alors là, je me heurte effectivement à toutes les pesanteurs, on peut dire, des biologistes, qui considèrent toujours que les atomes sont des petites boules qui entrent en contact physique entre elles, et qui nient le fait que l'univers n'est pas seulement fait de matière, mais aussi d'ondes. Alors là, c'est effectivement quelque chose difficile à avaler pour beaucoup de personnes, et surtout, je considère finalement parce qu'elle, non seulement mentalement c'est difficile à admettre, mais c'est aussi matériellement difficile à admettre, parce que ces gens, et il y a l'exemple de Jacques Bedvéniste, qui veulent ne pas se soumettre, eh bien ils perdent leur fonction, leur position, et ils perdent leur laboratoire, et ils ne peuvent plus travailler.
Et parfois, donc, il meurt d'épuisement, de chagrin. Donc, je pense que là, il y a vraiment un problème que j'ai rencontré en France, mais je rencontre aussi en Chine, aux États-Unis. On a peur. Il y a la peur de ce qu'on peut appeler du terrorisme intellectuel. On a peur de changer de paradigme parce qu'on perd tous ses repères. Alors, je répète ce que je fais maintenant avec d'autres depuis 10 ans maintenant. C'est basé sur des expériences. C'est pas seulement des idées, c'est des expériences. Ce sont des faits scientifiques. Je suis venu aux travaux de Benveniste, non pas parce que, je l'estimais, mais surtout parce que je rencontrais les mêmes problèmes que lui dans mes systèmes. Si vous voulez, professeur Montagnier, on va parler tout de suite de cette question, mais avant cela, j'essaie d'ordonner nos propos. Vous avez dans votre livre, Les combats de la vie, vous avez tout un chapitre qui s'intitule « Grandeur et déclin de l'empire pharmaceutique », où vous dites comment la France a laissé filer sa recherche pharmaceutique, comment la pharmacie est obsédée par ce qui s'appelle, alors entre guillemets, c'est un terme anglais, les blockbusters, c'est-à-dire ce sont les médicaments qui font un tabac, mais qui ne sont pas naturellement les médicaments nécessairement dont on aurait tout le temps besoin pour certaines maladies, et ainsi de suite. Et alors, je voudrais mentionner que, là encore, vous mettez médicaments anti-sida, fiasco français, succès américain, et tout ce chapitre, si vous voulez, est une critique virulente de l'industrie pharmaceutique française et de l'industrie pharmaceutique tout court. Et je voudrais mentionner également que, normalement, si le monde avait été bien fait, vous auriez eu également des offres de l'industrie pharmaceutique pour créer un laboratoire privé. Au lieu de ça, si vous voulez, vous avez dû tout faire vous-même. Est-ce que je résume la situation? Il a été une époque, c'était au début de la trithérapie, n'est-ce pas, dans la combinaison de ces médicaments contre le virus. Alors, l'industrie pharmaceutique a fait quelque chose de très positif, poussé par les associations, d'ailleurs, d'activistes. Ils se sont réunis entre eux pour expérimenter en même temps des médicaments que chacun avait fabriqués de son côté, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'on a fait une combinaison active, parce que la thérapie, ça veut dire 3 médicaments, chaque médicament n'est pas suffisamment actif. Mais c'est la combinaison des 3 qui a été active. Donc les industries pharmaceutiques, leurs représentants ont eu le courage, on peut dire, de se réunir entre eux. J'ai été invité à la première réunion de on peut dire ce concile, n'est-ce pas? Et j'ai tout de suite réalisé que j'étais là sur un strapontin et je ne serais pas invité aux suivantes. Parce que quand j'ai donné ma casquette, c'était encore casquette Institut Pasteur, on m'a plus invité. Enfin, j'ai donc participé, si vous voulez, à cette première réunion qui était très positive. Donc, je considère quand même que l'industrie pharmaceutique a fait des grandes réalisations. C'est pas cette critique qui empêche ce pouvoir d'exister et de continuer à exister. La recherche pharmaceutique est toujours très valable. Elle rend moins, effectivement, en brevet, en innovation qu'autrefois. C'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, les firmes pharmaceutiques achètent plutôt des compagnies de biotech américaines qui apportent beaucoup de propriété intellectuelle. Mais effectivement, on arrive devant un mur. Et donc, ce que je préconise maintenant, c'est une sorte de révolution, à la fois en médecine et dans la recherche pharmaceutique, qui soit plutôt orientée vers la prévention des maladies, non pas leur Alors, traitement. la prévention, le stress antioxydant, ça sera notre sujet suivant. Mais je voudrais maintenant donner l'intérêt de cette émission sur vos découvertes récentes sur ce qu'on pourrait appeler la mémoire de l'eau. Alors, l'eau est quelque chose d'extrêmement complexe parce que même les physiciens disent que c'est une espèce d'univers. On pourrait dire l'eau c'est limpide, bon, c'est une eau transparente et claire, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire physiquement, ça pose toutes sortes de problèmes. Et il y a un chercheur qui a eu beaucoup de retentissement médiatique dans ses travaux, c'est Jacques Benveniste.
Et Jacques Benveniste avait inventé le concept de mémoire de l'eau à la suite d'un certain nombre d'expériences qui, à l'époque, ont été très controversées. Au départ, il a publié un article dans la grande revue Nature, si je ne m'abuse. C'est pas tout à fait au départ, mais enfin c'est... Oui. Ou alors il faisait des expériences où il y avait des dilutions de plus en plus grandes. Alors il faut savoir comment ça se fait. C'est un peu, je dis ça pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant des méthodes de l'homéopathie. C'est-à-dire vous prenez un récipient, vous prenez une goutte de produit, vous le mettez dans de l'eau pure dans un autre récipient, vous secouez et vous prenez encore une goutte et à la fin vous avez des dilutions qui en fait seraient inférieures au nombre d'Avogadro. C'est-à-dire, le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de molécules qu'on peut trouver dans un litre d'eau, par exemple, et ce nombre est fini. C'est-à-dire que chaque molécule d'eau est une entité individuelle, et vous avez un nombre fini de molécules d'eau dans un verre, dans un récipient, etc. Donc, si, par exemple, vous diluez un produit à l'infini, eh bien, vous verrez à un moment, vous arriverez au moment où ce produit va consister de molécules, et vous allez avoir ou bien une molécule ou pas du tout. Et donc, si on est à des dilutions inférieures à 10 puissance, je crois, moins 23, en gros, c'est-à-dire 1 divisé par 1 suivi de 23 zéros, eh bien, théoriquement, on devrait trouver plus rien. Et c'est un peu le paradigme, je dirais, de l'homéopathie. L'homéopathie, on fait des dilutions comme ça de principes actifs, et l'idée de l'homéopathie, je vais quand même la résumer, c'est que si un produit est un poison à haute dose, eh bien il peut être curatif à dose infime, c'est-à-dire prenons un poison et si vous le donnez à toute petite dose, ça peut avoir l'effet inverse d'empoisonner. C'est un peu l'idée générale de l'homéopathie, et donc qu'on puisse arriver à soigner des gens avec des produits extrêmement dilués. À l'inverse, les opposants à l'homéopathie disent on peut pas soigner quelqu'un avec dans un produit où il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien. Et c'est là où, alors, si vous voulez, les gens qui se disputent sur l'homéopathie, eh bien, certains d'entre eux vont dire oui, mais il y a des dilutions où il y a encore du principe actif, et d'autres qui sont en faveur de l'homéopathie diront oui, mais on arrive à des efficacités thérapeutiques même lorsque on est en dessous de la dilution d'Avogadro, et tout le monde se dispute là-dessus. Alors, quand je dis tout le monde se dispute, c'est-à-dire que, en tant que telle, l'homéopathie est une discipline qui a visiblement des effets positifs, parce qu'il y a beaucoup de patients qui s'estiment soignés par l'homéopathie, qui ont été guéris, et d'autres qui, alors que la médecine dite allopathique ne les guérissait pas, et d'autres qui disent, effectivement, c'est un peu un effet placebo où ça ne vient uniquement de votre imagination ou de votre force vitale, et le médicament n'y est pour rien. Très bien. Mais là-dessus, eh bien, vous avez des laboratoires en France qui diffusent des produits homéopathiques, comme le laboratoire Boiron, que je cite explicitement, parce que Benveniste, avec toute son équipe de chercheurs, était subventionné par le laboratoire Boiron, et on lui en a fait le reproche. Il n'y avait pas que le laboratoire Boiron qui subventionnait Benveniste, il y avait en particulier le CNRS, et on ne lui a jamais fait le reproche d'être payé par le CNRS. Mais vous savez, les gens font feu de tout bois pour essayer d'accuser quelqu'un qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. J'essaie de résumer la situation. Vous m'arrêtez si ce que je dis n'est pas conforme à la vérité, mais néanmoins, Monsieur Benveniste fait des tentatives de reconnaissance sur qui s'appelle un phénomène qui s'appelle la dégranulation des basophiles. Bon, je ne sais pas si ça présente un intérêt de dire explicitement ce que c'est, mais c'est disons quelque chose de biologique, et il arrive à mettre en évidence, selon ses expériences, des effets alors qu'on est en dessous du nombre d'Avogadro. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans l'eau. Et là, il diffuse l'idée que l'eau aurait conservé d'une façon mystérieuse, on ne sait pas comment, la mémoire de ce qui a été dedans à une certaine époque, et c'est cette mémoire de l'eau
qui conserve un effet. Est-ce que ce résumé vous paraît conforme? Oui, tout à fait. Si vous voulez, c'est là que je m'accroche un petit peu au train précédent. C'est-à-dire qu'on a observé dans d'autres phénomènes qui n'ont rien à voir avec les effets biologiques, n'est-ce pas? C'était des émissions de signaux, que ces émissions pouvaient se faire à des dilutions où il n'y avait plus rien. Alors quand on dit plus rien, il y a quelque chose, il y a l'eau, il y a le liquide, n'est-ce pas? Et donc, cette théorie implique bien sûr qu'il y a des structures dans l'eau qui sont relativement stables, dans l'eau liquide. Et les physiciens au départ nous disent non, l'eau c'est un dipôle d'hydrogène, deux hydrogènes et l'oxygène qui peut faire des structures, mais que ces structures sont très très labiles. Or, ce que nous faisons et ce qu'a fait Benveniste est quand même basé maintenant sur les observations physiques, donc qui montrent que l'eau, dans certaines conditions, peut assumer des structures relativement stables de plusieurs heures, plusieurs jours, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça justifie tout ce que l'homéopathie a dit? Pas oublier, l'homéopathie est née à un moment donné où on ne connaissait même pas les atomes, n'est-ce pas? C'était un hygiéniste allemand du XVIIIe siècle qui a fondé l'homéopathie sur des observations empiriques. Pardon. Qui a fait ces observations, je répète la phrase, c'est un hygiéniste, un médecin hygiéniste allemand du XVIIIe siècle, allemand, qui a bâti l'homéopathie sur des observations empiriques. Mais à l'époque où on ne connaissait même pas les atomes. Et donc, tout maintenant doit être repris, si vous voulez, à la lumière des techniques modernes, des observations. Et ces observations, elles sont encore un petit nombre, mais elles sont définies quand même très, très définitives. C'est-à-dire qu'il y a des structures dans l'eau qui sont formées dans certaines conditions, qui sont relativement stables. Et à partir de là, on peut effectivement penser que quand un liquide ne contient plus une substance active, mais qu'il y a toujours ces structures de l'eau, ces structures gardent une certaine mémoire qui permet de transmettre l'information. Alors, notre contribution, ça a été à la fois beaucoup plus loin et plus restreint, si vous voulez. On ne s'est pas occupé d'activités biologiques, on s'occupe d'une molécule bien connue qui est l'ADN, une double hélice, qui a des structures parfaitement mesurables, des séquences, n'est-ce pas? Le code génétique est fait d'une succession de quatre bases, et cette succession du code permet de transmettre toutes nos informations génétiques, tout notre organisme, en fait, d'une génération à l'autre. Eh bien, cet ADN, lui-même, dans certaines conditions, va induire des structures dans l'eau. Ces structures dans l'eau vont garder la séquence de l'ADN, la mémoire de l'ADN. Et on peut donc reproduire cet ADN à partir des structures de l'eau. C'est ça notre contribution essentielle. C'est un peu, si on voulait avoir une image, comme par exemple une étendue de boue humide et où il y a une empreinte de pied qui reste dans la boue, bien que le pied ne soit plus là. Mais si vous voulez, je voulais mentionner quand même, parce que vous êtes notre invité, mais nous parlons de Benveniste et ça date de travaux de 1992 où il a mis au point un appareil, un premier tube dans lequel il met une substance active. Dans son cas, c'était de l'ovalbumine, de la lipopolysaccharide, et d'un second tube dans lequel il met de l'eau. Alors, il arrive à faire passer de l'un à l'autre, par uniquement électricité, ou mettre une empreinte électromagnétique dans le tube d'eau, et de transmettre ensuite cette empreinte électromagnétique à un autre récipient qui est complètement isolé du premier. Et naturellement, cette transmission se fait par circuit électronique. Alors, disons d'une façon sommaire, l'idée qui est là derrière, c'est que un composé organique laisserait un message électronique qui pourrait être transmis à l'eau et qui pourrait ensuite être retransmis pas à un autre composé organique, alors que les récipients sont séparés. Ça paraît de la science-fiction complète. Non, c'est la transmission par des ondes. Nous-mêmes, nous communiquons. Il n'y a pas d'eau, il y a simplement de l'air, de rien, ou de l'éther, peu importe. Et on communique par des ondes.
Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en 95, Benveniste, transmet le message de ces substances actives à un ordinateur et le retransmet de l'eau à partir de ces enregistrements. Il montre que l'eau a récupéré certaines propriétés de la substance initiale et il fonde ce qu'il appelle la biologie numérique. Alors, beaucoup de gens s'excitent là-dessus et Benveniste et son équipe prétendent en 96 avoir numérisé le signal moléculaire d'une substance active à Clamart et l'avoir transmis à Chicago aux États-Unis par Internet, et le signal imprègne de l'eau à Chicago et fait réagir un système biologique comme l'aurait fait la substance active à Clamart, et Benveniste crée à ce moment-là la société Digibio en 97. Mais entre-temps, Benveniste décède. Il est décédé en 2004. Mais cette société cesse son activité à peu près à cette époque-là, sans trop avoir convaincu la communauté, parce que vous avez effectivement des quantités de personnes qui ont dit c'est pas possible, on ne peut pas avoir de substances actives de cette façon. Enfin, ils ont mis en jeu la crédibilité des expériences de Benveniste, et il faut dire que ces expériences étaient, il faut le reconnaître, un peu aléatoires, c'est-à-dire que même certaines expériences donnaient des résultats lorsqu'il y avait un laborantin qui secouait les récipients, peut-être que ça était dû à la façon dont il les secouait, et pas lorsque c'était un autre laborantin. Enfin, est-ce que ça vous paraît crédible, cette situation? C'était Monsieur Davnas, qui était un des assistants de Benveniste. Effectivement, j'ai été après, si vous voulez, dans les détails de ces expériences, sachant ce que je sais maintenant, les échecs s'expliquent facilement. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes des antennes, n'est-ce pas? Nous sommes donc des émetteurs, des récipients d'ondes, et donc que l'expérimentateur influence les résultats, ça ne m'étonne pas. La deuxième chose, c'est que justement, dans ces expériences, on mélangeait des tubes témoins, des tubes qui contenaient la substance supposée, l'eau supposée active. Et ces tubes se parlent entre eux. Justement, ils sont en contact à quelques distances. Et donc, un tube témoin devient un tube actif, simplement parce qu'il est proche d'un tube actif. Donc, alors, tout ceci donc peut s'expliquer. Et moi, je suis parti d'une structure chimique, n'est-ce pas? On ne cherche pas une activité biologique. On a une structure chimique précise qui est la séquence de l'ADN qu'on peut mesurer à tout moment par des méthodes classiques. Donc on a une structure chimique assez complexe qui peut faire 500 paires de bases, par exemple. C'est une petite longueur, mais enfin c'est une longueur quand même très très définie, et qu'on peut numériser effectivement. Alors, on reprend les principes de l'expérience de Benveniste. On peut détecter des signaux électromagnétiques venant de cette séquence, la numériser dans un ordinateur, les transmettre à distance, et nous avons joué entre San Diego, Shanghai, Paris, et on peut transmettre donc par Internet simplement ce signal numérisé, le dénumériser après, et ensuite faire, alors c'est ça qui est le plus extraordinaire, resynthétiser l'ADN à partir de l'eau qui a reçu ces signaux, qui est donc une eau locale, si vous voulez, une eau qui a été magnétisée par le signal. Et dans cette eau, il y a une structure qui est formée, qui permet à des enzymes de synthèse de l'ADN, comme ce qu'on appelle la polymérase, la PCR, de refaire la structure de l'ADN. Alors, et maintenant, on va encore plus loin. Non seulement on fait ça dans un tube à essai de laboratoire, mais dans des cellules vivantes. Nous pouvons donc transmettre un signal numérisé qu'on dénumérise. On magnétise un tube de cellules en culture qui est donc modulé, dont le magnétisme est modulé par le signal de départ, et on retrouve l'ADN synthétisé dans les cellules. Alors, je vais parler un petit peu. C'est quelque chose de fantastique, mais c'est un fait. Je vais essayer de décrire votre expérience, si vous voulez, comme une personne neutre, en quelque sorte, parce que ça paraît absolument ahurissant. Alors, d'abord, pour revenir à Benveniste, en 2001, il va faire des expériences devant témoins au National Institute of Health à Bethesda, dans le Maryland, Bethesda. Et là-dessus, il dirige l'expérience qui est faite par d'autres, en quelque sorte. C'est-à-dire, cette expérience est faite de façon américaine, anonyme, et vraiment de façon objective.
Et là, les expériences sont montrées comme concluantes, c'est-à-dire qu'un signal électromagnétique peut bloquer l'action d'une enzyme à distance d'une certaine façon et de façon très sélective. Alors, par contre, il y a quelque chose qui reste inexpliqué, c'est que, bien entendu, Benveniste et ses assistants assistaient à l'expérience. C'est pas eux qui la faisaient, c'est les Américains. Mais de façon très mystérieuse, l'un des assistants de Benveniste était parfois là et était parfois pas là. Et suivant le fait qu'il soit là ou pas là, l'expérience réussissait ou avortait. C'est donc il avait peut-être des ondes positives ou des ondes négatives, mais c'était quelque chose de très curieux. Mais là, je parle de faits, c'est-à-dire les Américains ne sont pas des farceurs. Et ils sont, non, ça a été fait par une association. Ça a été fait également par d'autres personnes. Une structure américaine de militaires qui s'appelle le DARPA, oui, et qui est ouverte à toutes les expériences possibles et imaginables sur la Terre. Alors, il y a également Endler, le Ludwig Boltzmann Institute de Graz, en Autriche, qui a fait des expériences et qui a retrouvé, en fait, les mêmes phénomènes que la mémoire de l'eau avec une expérience différente, et ce sont en réalité des choses qu'on n'explique pas bien. Et vous avez commencé à travailler là-dessus, et en fait, je vois une date qui est celle de 2007, où vous émettez l'hypothèse qu'il y a quelque chose. Mais sans doute, vous avez commencé ces recherches... On a commencé en 2005. 2005, c'est-à-dire que c'est lorsque vous faites une communication sur ces recherches, vous aviez déjà commencé à vous intéresser. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à Benveniste ? Eh bien, ce sont les faits de mon propre système. C'est-à-dire que je recherchais la raison pour laquelle des petites bactéries qui sont qu'on appelle des mycoplasmes pouvaient apparaître dans des filtrats, c'est-à-dire on avait utilisé des filtres qui pouvaient enlever tous les mycoplasmes, et y compris leur ADN, et on retrouvait ce mycoplasme quand on mettait le filtrat, donc cette eau imprégnée au départ, en contact avec des cultures de cellules humaines, des lymphocytes. Alors c'était assez extraordinaire, il y avait donc un effet de disparition de l'organisme, une sorte de magie, si vous avez le pouvoir magique. Vous avez le magicien qui a son assistante dans la boîte, dans la caisse, elle disparaît, et on la retrouve après. Et bien là, c'était la même chose. On avait le mycoplasme que vous faisiez disparaître, et vous le retrouviez après, produit par des lymphocytes. Alors, l'expérience donc m'a conduit à me demander s'il n'y avait pas des structures justement qui transmettaient l'information. Alors, en gros, si je veux donner un résumé de votre expérience, vous avez de l'ADN dans une solution aqueuse. Cet ADN, vous mesurez un signal qui est émis dans des fréquences qui sont des fréquences de l'ordre de 3000 Hz. Oui, c'est des fréquences très basses. Très basses. Et très faible énergie. Vous mesurez un signal qui sort du bruit, et ensuite, après, vous prenez, même à distance, c'est-à-dire que en transmettant le même signal à un récipient d'eau vide, vous envoyez ce signal par fréquence, et là-dedans, vous avez déjà une séquence ADN où vous avez... Vous avez une structure qui peut être lue par une structure, comme une structure ADN par une DNA polymérase. Voilà, et à ce moment-là, vous avez cette structure qui est modifiée par ce signal, et qu'ensuite vous multipliez, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on dispose de méthodes qui, à partir d'un fragment d'ADN, qui permettent de le multiplier un très grand nombre de fois, c'est-à-dire là où vous n'avez qu'une seule molécule, vous pouvez en créer des beaucoup. Millions. Oui. Et donc là, à ce moment-là, vous appliquez cette amplification et vous retrouvez la même chose que ce que vous avez au départ. Il peut pas y avoir d'erreur d'expérience dans un cas comme ça. Non, on l'a répété des dizaines, des centaines de fois, et surtout la séquence qu'on mesure sur l'ADN à la fin est exactement la même, à un nucléotide près sur 500, si vous voulez, que celle de départ. Donc le phénomène est très fidèle, la transmission est très fidèle. Donc on a une sorte de... Cette mémoire de l'eau est à la fois, on peut dire, transitoire, parce qu'elle disparaît au bout de quelques heures, mais pendant qu'elle existe, elle est extrêmement fidèle. On a donc une sorte de codage, on peut dire, dans l'eau, on ne sait pas sous quelle forme, mais il y a un codage qui garde la séquence de l'ADN. Alors vous êtes naturellement professeur Montagnier.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent le Libre Journal des sciences et des techniques, et le titre de notre émission, c'est Les combats pour la vie. Nous recevons le professeur Luc Montagnier, prix Nobel, et nous parlons actuellement de ce qu'on pourrait appeler la mémoire de l'eau revisitée, en quelque sorte. Et là, vous découvrez véritablement ce phénomène hallucinant que l'on peut enregistrer le message de l'ADN d'un côté, l'imprimer dans l'eau de l'autre, et à ce moment-là créer une séquence d'ADN conforme à l'original à distance. C'est-à-dire on fait en quelque sorte de la téléportation de l'ADN. Oui et non. J'appelle ça plutôt transduction que téléportation. Enfin, c'est un détail. Ça revient ça. C'est-à-dire vous avez un être vivant, être vivant à l'origine qui est un type très particulier. Vous extrayez de cet être vivant un signal électrique. Vous l'appliquez à l'eau dans lequel vous mettez une espèce de structure non finie, et à ce moment-là, vous voyez apparaître le même être vivant qui était au départ. Oui, enfin, pour l'instant, ce sont des fragments d'ADN, n'est-ce pas? Et on transporte pas la molécule d'ADN, on transporte l'information que porte cette séquence d'ADN à distance. Mais surtout, la chose la plus ahurissante, c'est la dernière expérience, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre cette polymérase dans l'eau, on met des cellules vivantes, et elles aussi vont être capables de lire le signal et de faire de l'ADN. On retrouve le même ADN avec la même séquence dans ces cellules, et en plus, ces cellules vont mourir. Donc on a un effet biologique patent et qui est, on peut dire, constant, à 100%. Vous avez bien conscience que une découverte aussi révolutionnaire va vous entraîner une volée de bois vert, parce que lorsque vous êtes allé à l'Académie de médecine pour dire que vous aviez la conviction basée sur des expériences factuelles, que on pouvait guérir partiellement l'autisme par le fait de soigner les enfants qui en étaient atteints à l'antibiotique pour faire disparaître une bactérie réellement identifiée, et à ce moment-là, si ça vous provoque une espèce de tollé de gens qui ne sont pas contents d'entendre ça, je vois pas en quoi on serait furieux simplement d'entendre des faits. Les faits sont des faits, on ne peut pas les changer. Et là, vous mettez en évidence des faits nouveaux. Mais y a-t-il, professeur Montagnier, une possibilité d'erreur dans ce que vous avez fait? Bien entendu, vous comprenez qu'on va vous attaquer. C'est tellement extraordinaire que moi-même, je me suis posé, bien sûr, toutes les questions possibles de contamination, etc. On a refait ces expériences à distance dans d'autres laboratoires, faites par d'autres personnes également. Et actuellement, je propose la dernière partie d'expérience, qui est justement prendre le signal de l'ordinateur, magnétiser les cellules vivantes et extraire ensuite l'ADN, et montrer que l'ADN est là, dans ces cellules vivantes. N'importe quel étudiant de 3e cycle peut faire cette expérience. C'est une expérience de travaux pratiques, pratiquement. Alors, ou bien tout le monde est fou, ou bien c'est la réalité, il faut la prendre en tant que telle, et pour moi, c'est une réalité que je dois expliquer. Alors, je suis pas bien sûr, tout seul dans cette affaire. Il y a des physiciens quantiques, notamment, qui ont une interprétation à partir de la physique quantique des champs. Enfin, pas pour être trop technique, je ne saurais pas faire moi-même. On peut dire que l'eau, qui reçoit le signal sous forme magnétique, c'est pas, l'eau est dans un champ magnétique. Donc, ces structures sont modulées par ce champ magnétique qui porte l'information, l'ADN. Donc, ensuite, il y a un hiatus. Alors, dans les cellules, comment cette eau peut être lue par des enzymes de la cellule? Je pense qu'il y a des enzymes qui sont des DNA polymérases, donc d'une cellule, qui sont capables, comme la DNA polymérase de la PCR, de lire ces structures dans l'eau, qui sont donc dans le cytoplasme de la cellule. Et sous quelle forme, c'est encore une question ouverte. Mais le fait est là, et surtout, il y a un effet biologique en même temps. C'est-à-dire que ces cellules vont mourir. On les oblige on va les gaver du signal, on fait tourner le signal en boucle pendant plusieurs jours, n'est-ce pas? Donc on répète toutes les 6 secondes le même signal. Eh bien, donc au bout de quelques jours, elles n'en peuvent plus, elles font de l'ADN et elles meurent. Et la beauté, c'est que pour l'instant, c'est uniquement des cellules cancéreuses qui sont capables de faire ça. Donc là, on a un moyen d'exploration. Nous allons continuer, bien entendu, je suis très prudent, mais on va quand même essayer de voir si ce système marche sur des tumeurs de patients. Mais tel que vous le décrivez, cette expérience prend un fragment de DNA
dans de l'eau, enregistre un signal électronique, et ensuite, après, vous allez prendre de l'eau qui ne contient pas cette molécule, vous mettez dedans des cellules, vous appliquez ce signal, et là, la cellule va fabriquer des espèces de copies du DNA original. C'est à peu près ça. C'est ça, sauf que l'eau quand on parle là, c'est de l'eau dans la cellule, si vous voulez. C'est pas les cellules dans de l'eau, c'est la cellule dans un milieu de culture qui à base d'eau, bien entendu. D'accord. Mais les choses se passent dans les cellules, pas dans l'eau. Oui, mais à la limite, n'est-ce pas un phénomène de photographie, en quelque sorte, on photographie la DNA d'un côté et on refait sortir le négatif de l'autre. Enfin, parce que où est la mémoire de l'eau là-dedans? Parce que dans l'eau, disons, où vous diffusez le signal électrique, si vous voulez, vous ne la laissez pas reposer, en quelque sorte. Vous l'imprégnez du signal électrique. Tout à fait. Alors que, si vous voulez, chez Benveniste, en gros, eh bien, il y avait de l'eau dans laquelle il y avait un produit au départ et ensuite on le dilue à l'infini, et cette eau garde une certaine forme de mémoire, une empreinte de ce qu'il y avait eu avant. Oui, mais il y avait aussi la transmission de tube à tube, n'est-ce pas? De tube à tube. Ouais. Et alors cette situation quand même est assez paradoxale, parce que si vous voulez, on a une expérience qui est reproductible. Comment l'interpréter? Il y a également le problème du signal, c'est-à-dire le signal que vous recueillez n'est pas n'importe quel signal non plus. Vous avez dit que c'est un signal de relativement basse fréquence. Et si vous voulez, bon, maintenant je pense que vous avez une invention. Cette invention devrait être développée, confirmée, et actuellement elle est en train de l'être, puisque vous avez des sociétés dans lesquelles vous essayez d'identifier, par exemple, la présence de cancer à la suite de la réception de signaux électromagnétiques. C'est un peu ça que vous faites. Oui, enfin, on va même plus loin que la réception, plus que le diagnostic, on va même faire le traitement. Si on peut éliminer des cellules cancéreuses, c'est-à-dire en utilisant avec un signal radiation ciblé. Alors ça serait bien entendu quelque chose de formidable. Mais là-dessus, bon, je pars du principe que on écarte tout biais d'expérimental, que votre expérience a été bien faite et que ça donne bien le résultat escompté. Bon, dans ce cas-là, ça vous me donnera certainement dans une vie future un autre prix Nobel, mais ceci étant, eh bien, est-ce que ce n'est pas aussi une espèce de démonstration indirecte que les signaux à basse fréquence peuvent influencer le vivant? Car dans une partie de vos activités, vous vous intéressez beaucoup à la prévention contre le cancer, entre autres. Et cette prévention, si vous voulez, est liée au fait que nous avons déjà mentionné dans d'autres émissions sur Radio Courtoisie, qu'il y a une explosion du nombre de cas de cancer qui sont actuellement, chaque année en France, le nombre de nouveaux cas de cancer est de l'ordre de 390 000, quelque chose comme ça. Alors qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'était la moitié, en quelque sorte. Donc, il y a une explosion du nombre de cas de cancer. Et est-ce que cette explosion du nombre de cas de cancer ne pourrait être pas liée au fait que nous sommes littéralement imprégnés d'ondes électromagnétiques? C'est-à-dire là, vous transmettez une information d'ADN d'un endroit à l'autre par un signal électromagnétique, mais à l'inverse, les ondes électromagnétiques influent sur l'ADN. Je pense qu'on est au début d'une nouvelle branche de la science, je crois. Et on est tout à fait au début. C'est-à-dire qu'on explore des phénomènes qu'on ne contrôle pas totalement. Et ceci est important pour l'avenir de l'humanité. Comme vous dites, nous sommes tous, c'est un phénomène récent. Notre civilisation était exposée à un brouillard d'ondes électromagnétiques. Alors, certaines de ces ondes, produites par des cellules, par des briques, portent également des signaux que nous ignorons. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On est au début. On est des débutants. Et ce qui m'enrage, on peut dire, c'est que, justement, on a quelque chose, on a des instruments, des choses énormes, innovantes, qu'il faudrait développer tout de suite dans des grands instituts, et personne ne nous écoute. On essaie, au contraire, de dénier nos observations. Alors que nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes plus au 20e siècle de Benveniste, nous sommes au 21e siècle. C'est une explosion de recherche qui doit être faite maintenant. Parce que, en fait, les gens n'admettent pas l'innovation.
Prenez l'exemple de la mécanique quantique, qui est apparue avec les travaux de Poincaré, suivis de façon concomitante par ceux d'Einstein et ainsi de suite. Planck, bien entendu. Il y a toute la litanie des savants qui ont développé ça. Mais, par exemple, au début de la présentation de la théorie de la relativité, il y a des gens qui se sont mis à la nier, à refuser cela. Il a fallu qu'après, il y ait des confirmations expérimentales, essentiellement par des observations astronomiques qui expliquaient en réalité des observations astronomiques par la mécanique quantique. Bon, eh bien, au début, eh bien, il est clair que toute nouvelle théorie dérange et les gens veulent s'opposer. Ça se limite à ça ou c'est un mouvement plus violent? Je crois qu'il y a à la fois des barrières, une sorte d'inertie mentale du changement, mais il y a aussi des intérêts pratiques et économiques, c'est pas? Si effectivement, on va pas prouver toutes les homéopathies, mais si on démontre déjà que l'eau ou d'autres liquides peuvent garder une mémoire d'activité biologique, on se rend bien compte que ça va bouleverser l'industrie pharmaceutique. Plus, je répète, les directeurs de laboratoire qui ont peur de perdre leur position, leur promotion, s'ils adhèrent à ces théories qui sont un peu comme le début d'une nouvelle religion, si vous voulez. C'est pas une religion, puisque c'était une croyance continue qui se développe. Mais c'est un peu comme la naissance d'une nouvelle religion. Oui, alors, si vous voulez, il faut dire que certains ont été échaudés par des choses nouvelles. Ils ont une espèce de scepticisme ancré dans les gènes. Je vous rappelle, par exemple, la fameuse histoire des avions renifleurs d'Elf, où, en fait, vous avez des personnes qui ont prétendu que l'on pouvait détecter les nappes pétrolières par des observations faites par avion et en faisant uniquement des traitements photographiques. Alors, il est évident que lorsqu'on a véritablement appliqué des méthodes statistiques sérieuses avec cela, c'est comme si on vous disait aujourd'hui, eh bien, on va faire une photo d'une personne en noir et blanc et on va pouvoir dire s'il est malade ou pas. C'est à peu près du même genre d'idée. Il n'y a pas d'information dedans. Alors, dans le cas de ces expériences, eh bien, il est évident que la crainte disons, d'universitaire serait de dire, ben voilà, j'ai une hypothèse, j'investis dedans, imaginons que l'on ne trouve absolument rien, j'aurais perdu mon investissement et tout le monde va se moquer de moi. C'est un peu ça, sans doute. Alors, si vous voulez, mon attitude est de dire, quelle que soit l'interprétation théorique de tous ces phénomènes, il y a des applications médicales pratiques, faciles à vérifier. Comme je suis médecin de formation, c'est à ça que je pense essentiellement. Et en particulier la détection du cancer. Détection et traitement de certains cancers ou d'autres maladies liées à toutes celles qui produisent des signaux. Il y en a quand même un certain nombre. Il y a toutes ces maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maladies articulaires, cancer. Donc on a tout un spectre de maladies dans lequel on peut vérifier ces hypothèses. Et pour l'instant, le plus avancé, c'est l'autisme, où là, on a en parallèle deux techniques de laboratoire indépendantes. La technique de mesure des signaux et la détection moléculaire de l'ADN par la PCR, et ensuite des observations cliniques après un effet thérapeutique. Donc on a tout ce qu'il faut pour valider, si vous voulez, ces expériences, ces détections de signaux. On démontre dans cette maladie particulière que la mesure des signaux électromagnétiques du plasma des enfants permet de faire un suivi thérapeutique. C'est quand même très important. Alors je pense que là-dessus, eh bien, ça va certainement être très intéressant pour donner une mesure expérimentale de ces travaux, parce que je pense que beaucoup de gens se disent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans, en quelque sorte, et l'idée, c'est que pour arriver à réellement prouver cette situation, il faudrait qu'il y ait, par exemple, un exemple d'effet thérapeutique qui soit réellement identifié. Et là, vous y travaillez actuellement. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, bon, vous avez beaucoup de gens qui disent que vos découvertes sont une complète révolution dans la compréhension du vivant.
Et là-dessus, c'est très curieux qu'on en parle si peu. Alors, vous pensez qu'effectivement, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ceci. C'est très curieux. Pourtant, en fait, bon, même Montagnier, que vous arriviez à transmettre de l'information d'ADN par Internet, eh bien, vous avez déjà Benveniste qui avait prétendu le faire par une liaison transatlantique. En fait, vous améliorez ces travaux en les rendant plus crédibles par une représentation expérimentale plus sérieuse. Et en fait, non seulement vous confirmez les travaux de Benveniste, mais vous rajoutez une couche en quelque sorte. Oui, enfin, je n'ai pas peur, moi, de citer Benveniste comme un grand précurseur dans cette affaire. Je le cite souvent dans mes publications, car effectivement, je pense qu'il a apporté beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il travaillait sur des systèmes biologiques. Le seul problème, c'est qu'il travaillait sur des systèmes biologiques et que là, il y avait beaucoup d'impondérables, comme ça a été dit, l'expérimentateur. Ce que nous faisons, c'est reproductible à 100% des expériences, pas ? Oui, mais alors, la question que je pose également, est-ce que cette imprégnation de l'eau, naturellement, je vois, c'est dommage que Radio Courtoisie ne soit pas une station de télévision, parce que je vois, par exemple, des schémas très clairs, où vous avez, par exemple, un tube à essai, où vous avez une solution diluée de DNA. Ensuite, vous avez le signal qui est transmis par fréquence électromagnétique basse dans de l'eau d'un tube à essai complètement distincte et séparée. Et ensuite, après, on refabrique à partir de cette eau des copies du DNA, de l'ADN qui sont identiques. C'était une structure extrêmement simple. Et alors à ce moment-là, si on est capable de le faire à 2 tubes à distance, on peut le faire à des tubes qui sont à 5000 km. Il suffit de transmettre le même signal. Alors bien entendu, le problème qui se pose, c'est de savoir quel type de signal aussi. Si vous voulez, est-ce que c'est une mesure du spectre tout azimut ou c'est un signal particulier? Comment faites-vous pour identifier ce signal? Est-ce que vous allez prendre le bruit de fond et écréter par rapport au bruit de fond pour voir tout ce qui dépasse? Est-ce que c'est peut-être un secret industriel que je vous demande là? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine qui correspondraient à l'analyse de signaux, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas spécialistes, mais il y a des spécialistes d'analyse des signaux. L'idée qui prévaut pour l'instant, c'est qu'il y a 2 types d'ondes. Il y a une onde guide et une onde porteuse, n'est-ce pas? Qui, elle, est la même, quelle que soit la structure transmise. Et cette onde porteuse, générée par l'eau, elle-même est modulée. Et c'est un peu le principe de la transmission des chaînes de télévision. Vous avez une onde porteuse commune avec différents types de signaux portés par cette onde. Donc on peut faire porter effectivement par cette onde porteuse différents signaux. Tout ceci est à faire, on peut dire. Alors là-dessus, et implique non seulement des biologistes, mais des physiciens. Le dessin de l'expérience, c'est-à-dire vous avez le tube à essai qui est mis dans une espèce de récipient où il y a un solénoïde. Alors, une bobine de cuivre avec 300 ohms d'impédance. Ensuite, après, il y a un amplificateur qui mesure l'émission de basse fréquence dans la gamme entre 500 et 3000 Hz. C'est très peu, c'est vraiment très peu. Ce sont quasiment des fréquences du son, c'est le son de la voix. C'est des fréquences de type musical, oui, bien sûr. Et alors, ensuite, après, une fois qu'on a fait ça, on extrait tout le bruit de fond. Et puis, on fait la même chose, on prend un tube vierge et on retrouve la même chose, c'est stupéfiant. Enfin, on n'extrait pas le bruit de fond, on travaille sur le bruit, malgré le bruit de fond, si vous voulez. Alors là, ce qui se passe, c'est que dans cette expérience, la séquence d'ADN reconstruite était identique à 98%. Et maintenant 100%, on peut dire 100%. Mais si vous voulez, c'est quand même stupéfiant et je pense qu'il faudrait refaire cette expérience en des quantités d'exemplaires pour savoir effectivement s'il n'y a pas des facteurs extérieurs qui la perturbent. Et par exemple, la présence de Aïssa, je crois, avec lequel vous avez publié un article, si je ne m'abuse, sur cette plusieurs. Alors la présence dans la salle d'Aïssa
qui peut arriver à 2P le résultat ou pas? Est-ce que vous n'avez pas observé que c'est... Il y a effectivement énormément de facteurs, si vous voulez, et il faut une armée de chercheurs pour déployer tout ça, c'est pas? Nous, on fait le minimum pour aller le plus vite possible pour une application médicale. Alors en tout cas, ça pose une quantité incroyable de questions, et je pense que logiquement, il faudrait qu'il y ait des gens qui se ruent sur ce phénomène, et je dirais de façon très objective, pour le confirmer ou l'infirmer. Parce que naturellement, il existe toujours la possibilité qu'il y ait un artefact, et ça se trouve sans arrêt régulièrement. Par exemple, le dernier artefact à la mode, c'est les gens ont failli obtenir le prix Nobel de physique parce qu'ils avaient identifié dans le bruit stellaire des ondes gravitationnelles. Et finalement, on a découvert que c'était pas des ondes gravitationnelles. Mais si ça avait été des ondes gravitationnelles, ils auraient sans doute eu le prix Nobel de physique. Mais ça arrive qu'il y ait des résultats curieux comme ça qui arrivent quelque part sans qu'on les explique. Et je pense que tout ce que vous faites dans ces expériences est absolument passionnant. Mais pourquoi 3000 Hertz également? Est-ce que il n'y aurait pas des choses qui soient plus actives à des fréquences supérieures? C'est possible. C'est possible. On s'est posé, si vous voulez, la question de la structure fractale de nos signaux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a une répétition à différentes fréquences du même message, n'est-ce pas? Et donc, un de mes collègues mathématiciens travaille là-dessus. Il a trouvé effectivement une structure fractale dans l'analyse de nos signaux. De certains de nos signaux, en tout cas. Donc, voilà une chose tout à fait possible. C'est pas impossible que on puisse répéter la même chose à des fréquences supérieures. L'intérêt, si vous voulez, de ces fréquences très basses, c'est que elles portent peu d'énergie. Et là, on rejoint un concept que je voudrais aussi défendre, c'est que la vie fonctionne avec très peu d'énergie, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de radiations de haute fréquence. C'est au contraire des radiations de très faible énergie qui permettent la flexibilité de parlement des structures de l'eau. Car si on se pose la question, c'est une question évidemment qui me préoccupe aussi, théorique, quel est l'impact de ces découvertes dans l'origine de la vie, n'est-ce pas? L'origine de la vie actuellement, c'est une origine on peut dire réductionniste, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'une fois qu'il y aura tous les éléments actuels, les nucléotides, les acides aminés, apportés par des comètes ou ailleurs, la vie va se faire toute seule. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut quelque chose qui puisse avoir une mémoire au départ qui n'est pas l'ADN, puisque l'ADN n'existe pas à ce moment-là. Et ce que je pense, c'est que justement, c'est l'eau qui est un élément extrêmement répandu dans l'univers, qui peut prendre des structures par rapport avec des ondes qui circulent dans l'univers, donc prendre des structures hélicales qui vont être le premier moule, la première matrice pour faire des structures vivantes hélicales, qui sont à ce moment-là après l'ARN, l'ADN ou les protéines, et ces structures dont vont elles-mêmes avoir une mémoire. Mais la première mémoire, c'est celle de l'eau. Oui. Mais alors, la question que je vais vous poser, est-ce que cette eau garde sa mémoire très longtemps? Non. Justement, c'est ce qui fait la vie, c'est que cette mémoire est à la fois très fidèle, mais flexible, n'est-ce pas? C'est une mémoire qui est à la fois très fidèle, mais temporaire, transitoire. Combien de temps ça dure? Dans nos mains, c'est quelques heures, quelques jours. Je jure, parce que, si vous voulez, c'est le point important. Étant donné que beaucoup d'expériences qui ont été faites par benveniste n'étaient pas bien calibrées du point de vue de l'instant à laquelle on prenait effectivement on vérifiait s'il y avait quelque chose enregistré dans l'eau. Ça doit dépendre énormément d'une période de rémanence. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent interagir, donc pour l'instant nous ne les contrôlons pas. Nous avons observé, c'est que ça va de quelques heures, parfois quelques jours, mais sans qu'on puisse dire pourquoi il y a ces différences. Mais pour revenir à l'origine de la vie, on peut donc imaginer que la première mémoire des réactions biochimiques, parce que pour que la vie existe, il faut une mémoire, il faut que
ces réactions biochimiques puissent être enregistrées. Premier émoi, ça serait l'eau. On peut prendre des structures hélicales et sur laquelle vont se bâtir d'autres structures hélicales plus stables, comme l'ADN, l'ARN et les protéines. Voilà, en tout cas, un schéma possible, mais qui nous dit que probablement la vie, si vous voulez, fait partie de l'univers. Vous essayez d'interpréter ceci par un effet ondulatoire, et vous parlez de fréquences basses, des dilutions basses qui sont silencieuses, d'autres qui sont bruyantes, parce que ça dépend également du taux de dilution. Ce sont des phénomènes très curieux. Alors là-dedans, eh bien, si vous voulez, vous avez donc mis en évidence une onde de transmission d'informations génétiques de l'ADN à l'eau. C'est un peu ce problème. Oui, maintenant qu'on a l'ADN, on peut le transmettre à nouveau dans l'autre sens. Mais au départ, l'information était le contraire. Elle était dans l'eau et elle a permis la structure de l'ADN par la suite. Alors, là, par exemple, vous avez tout un ensemble d'articles qui ont été publiés. Par exemple, je citerai DNA Waves and Water, publié avec vous, Aïssa, Giudice, Lavallée, Tedeschi et Vitiello en 2010. Et tous ces articles sont publiés dans des revues scientifiques sérieuses. Et donc, il est important maintenant, je pense, de développer ces questions parce que elles posent, je dirais même plus généralement, non seulement le problème de la mémoire de l'eau, mais je dirais les interactions entre les structures vivantes et les ondes électromagnétiques. C'est un point essentiel. Et pour revenir au problème disons, du téléphone portable et de ses dangers, bien entendu, vous avez des exemples de plus en plus fréquents de gliomes, de cancers du cerveau qui sont provoqués par le téléphone portable. Heureusement, il y en a très peu, mais il y en a quand même un nombre significatif et identifié comme tel. Et bien sûr, nous vivons dans une soupe d'ondes électromagnétiques. Alors, beaucoup de gens s'imaginent aussi que les ondes électromagnétiques les plus dangereuses sont celles qui correspondent aux fréquences les plus élevées. Par exemple, pour le téléphone portable, pour le Wi-Fi, ce sont souvent des fréquences qui sont de l'ordre de celles du micro-ondes, c'est-à-dire ce sont des fréquences qui chauffent en quelque sorte. Mais vous avez aussi les fréquences très basses, c'est-à-dire par exemple celle du courant électrique c'est 50 Hertz, 50 vibrations à la seconde, celle de la voix c'est 1500 à 2000, et vous travaillez dans des fréquences de l'ordre de 3000 Hertz. Qu'est-ce qui peut bien dire quelles sont les fréquences qui interagissent le plus avec l'ADN? On ne sait pas, mais ça peut être aussi les plus basses fréquences. Bon, alors en tout cas, ce point est capital parce que je vais, pour les auditeurs, rappeler une expérience que j'avais faite dans ma jeunesse. J'avais tendu un fil électrique sur une centaine de mètres et j'avais installé une diode, un condensateur et, si vous voulez, pour faire un circuit d'accord avec et là, j'avais réussi à obtenir un courant redressé par l'émetteur principal que l'on captait, qui était en fait France Inter, émis sur les ondes moyennes par Alois à une puissance, et j'avais réussi à allumer une petite lampe électrique, ce qui montrait qu'il y avait quand même, c'était une lampe spéciale qui a fonctionné avec une intensité de l'ordre du milliampère, mais vous savez, ça se trouve dans les appareils électriques, et alors le fait que ça allume quelque chose montre que on est en quelque sorte imprégné de toutes ces ondes dont on ne sait pas non plus celles qui sont pathologiques et celles qui ne le sont pas. Et précisément, je pense que vos recherches ouvre véritablement la question de savoir qu'est-ce qui va réveiller, par exemple, les rétrovirus à l'intérieur de l'ADN, qu'est-ce qui va stimuler, qu'est-ce qui va faire en sorte que ces bombes latentes cachées dont nous avions parlé au début de l'émission vont s'exprimer et effectivement donner des cancers. Parce que le mécanisme du cancer, finalement, qu'est-ce qui provoque le cancer? Une mutation, c'est-à-dire d'un seul coup, vous avez une cellule qui va devenir différente des autres et proliférer. Mais au départ, comment ça se passe? Mais il faut trouver un moteur, si vous voulez. Il faut que les cellules normales, leur division est très bien contrôlée. Il y a une division, puis on s'arrête, et une deuxième, on s'arrête, et ainsi de suite. La cellule cancéreuse n'a plus ce contrôle,
Et je pense qu'il y a un moteur. Alors, est-ce que ce moteur est intrinsèque, fait partie de la cellule elle-même, ou est-ce qu'il vient de l'extérieur? Je pense que dans un certain nombre de cancers, il vient de l'extérieur. C'est-à-dire que il peut y avoir des petits organismes, mais je ne dirais pas bactéries, mais micro-organismes peut-être très, très déficitaires, mais qui peuvent vivre dans les cellules. Et si leur quantité est suffisante, notamment dans les mitochondries, parce que l'énergie vient des mitochondries, n'est-ce pas? Alors le moteur a besoin d'énergie, donc les mitochondries sont probablement impliquées. Et cette énergie va donc pousser la cellule à se diviser sans aucun contrôle. C'est ça le principe. Il n'y a pas le mécanisme de l'apoptose qui est la destruction. L'apoptose n'existe pas. Alors, nous étudions actuellement les cellules au microscope électronique qui ont reçu ces signaux, qui meurent à la suite des signaux. Et c'est encore très préliminaire, mais on trouve vraiment des choses très intéressantes. Il y a une dégradation du noyau, l'apoptose arrive aussi, mais il y a aussi surtout une dégradation des mitochondries. Et donc, il n'est pas impossible que, je ne dis pas c'est d'une origine générale, mais qu'un certain nombre de cancers soient causés, d'ailleurs on trouve parfois ceci dans des publications récentes, par des micro-organismes inférieurs à des bactéries. Ils ne sont peut-être pas des virus, mais inférieurs à des bactéries. Et là, on rejoint, vous savez, en science, il y a toujours des retours possibles, mais bien sûr avec des différences de technologie. On voit les travaux de Béchamp. Béchamp était un contemporain de Pasteur qui disait qu'effectivement les cancers étaient liés à des petits pointillés qu'ils voyaient au microscope. N'est-ce pas? Bon, c'est peut-être maintenant qu'on peut reprendre ces travaux avec des techniques modernes et trouver effectivement que un certain nombre de cancers sont liés à des agents qui sont, on peut dire, conviviaux des cellules, mais qui ne sont pas les cellules elles-mêmes. Donc ils peuvent se transmettre également. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent le libre journal des sciences et des techniques sur Radio Courtoisie et nous recevons ce soir le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine. Alors professeur Montagnier, il nous reste un petit quart d'heure pour parler de choses qui vous intéressent aussi énormément, c'est-à-dire qui sont d'ailleurs dans le sous-titre de votre livre, que je vais citer à nouveau, Luc Montagnier, Les combats de la vie, mieux que guérir, prévenir. Et c'est édité dans le livre de poche et également chez Jean-Claude Lattès. Alors, prévenir, vous avez beaucoup de choses qui sont pertinentes là-dessus, et en particulier, vous parlez beaucoup dans votre livre de ce qui s'appelle le stress oxydant. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer ce que signifie le stress oxydant pour les auditeurs qui n'y connaissent pas grand-chose, sauf, bien entendu, les spécialistes? En fait, le stress oxydant est quelque chose de fondamental. C'est un déséquilibre entre les molécules oxydantes et les molécules réductrice, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre normalement dans une cellule et dans notre organisme qu'on appelle redox, des réductions et oxydations, et il faut que cet équilibre soit respecté pour que l'organisme fonctionne normalement. S'il y a un excès de radicaux libres, et je vais définir ce que c'est qu'un radicaux libre, mais presque immédiatement, s'il y a un excès de radicaux libres, il y a ce qu'on appelle un stress oxydant. Cet excès de radicaux libres va perturber tous les fonctionnements de nos constituants, va attaquer nos protéines. Les protéines oxydées vont être modifiées, ne vont plus fonctionner, nos lipides, et surtout l'ADN. L'ADN va avoir des mutations du fait que les bases vont être oxydées par ces radicaux libres. Alors ces radicaux libres, ce sont des molécules dérivées de l'oxygène, mais très réactives, c'est-à-dire qu'elles se fixent à n'importe quoi. Et donc, une fois que la fixation existe, il est très difficile de s'en débarrasser. Donc, on a tout un système normal de molécules antioxydantes pour contrebalancer. Il faut un petit peu d'oxydation pour activer les cellules, mais trop va les mettre dans un stress oxydant et les perturber jusqu'à faire des inflammations et des cancers. Donc, ceci est fondamental. Or, il semble que les antioxydants qui ont deux sources, les sources endogènes, nous les fabriquons, mais les sources exogènes, celles que nous avalons,
ont changé ou sont en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a moins probablement de molécules antioxydantes dans ce que nous ingérons. Alors on dit par exemple qu'une pomme des années 1950 a 50 fois plus de vitamine C que les pommes que nous mangeons actuellement, qui est surtout de l'eau finalement. Et la même chose pour beaucoup d'autres produits alimentaires. Donc nous avons moins de sources d'antioxydants que nous avalons, et nous en consommons encore plus à partir de nos sources endogènes, du fait que nous sommes exposés à des tas de facteurs d'environnement, pollution chimique, pollution atmosphérique, stress de différentes origines, tout ceci contribue à nous mettre dans une situation de stress oxydant. Donc c'est très important en politique de prévention de mesurer ce stress oxydant et de le contrebalancer par des produits que nous ingérons actifs. Et nous en avons. L'idéal, est-ce que c'est possible de le supprimer? Pas complètement, je suppose. Et on n'a pas intérêt, il faut un peu de stress, c'est bon, si vous voulez, parce que ça active beaucoup de facteurs de transcription dans nos cellules. Mais trop de stress va déprimer le système immunitaire. Donc vous avez un cercle fermé. Un cercle vicieux. Un cercle vicieux, davantage de dépression immunitaire, davantage de bactéries qui vont induire davantage de stress oxydant, et ainsi de suite. Alors, pour réduire le stress oxydant jusqu'au niveau où il est normal et souhaitable, quels sont les procédés? Est-ce que ce sont uniquement des procédés alimentaires, ou est-ce que c'est des procédés simplement de comportementaux, c'est-à-dire par exemple faire du sport, ou ce sont des procédés mentaux, c'est-à-dire pratiquer une forme de relaxation, étant donné que beaucoup de choses se passent dans la tête des gens, et si une personne, si vous voulez, peut être stressée, c'est le même terme, le stress, c'est-à-dire c'est la tension, peut-être simplement être en situation de tension uniquement par des raisons personnelles, professionnelles ou d'autres, qui n'ont rien à voir avec sa forme physique. Et en fait, quel type d'action va limiter ce stress oxydant qui désigne une tension de l'organisme qui est interne et qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le stress mental? Enfin, c'est autre chose. Je dirais tout ce que vous avez dit tout à la fois, mais d'une façon modérée. C'est-à-dire on va pas s'imposer un régime particulier, riche en vitamine C, etc., etc. On va pas se dépenser en activité physique aussi qui génère elle-même un stress oxydant, car on fait travailler nos muscles, donc nos mitochondries, qui elles vont être forcées à produire beaucoup de radicaux libres. Donc il faut finalement ce qu'il nous faut, c'est l'harmonie, c'est une vie harmonieuse. Pas trop manger, pas rechercher des excès d'alcool, de tabac, d'activité physique modérée simplement. Enfin, avoir une vie équilibrée, et cette vie équilibrée dépend de la personne. Chaque personne est différente de ce point de vue-là. Donc, du point de vue alimentaire, par exemple, je vais vous poser une question. Vous avez, à une certaine époque de votre longue carrière, professeur Montagnier, recommandé le jus de papaye fermenté. Je le recommande toujours. Oui, mais le jus de papaye fermenté, ça veut dire que quelqu'un va se dire, attention, je suis dans une situation de grande difficulté personnelle, c'est possible que finalement je mène une vie déséquilibrée, et à ce moment-là, il va dire, je vais, un peu comme on prend des pastilles de vitamine C ou de magnésium, enfin, ça fait partie des produits que vous trouvez dans les départements de santé des pharmacies, eh bien je vais prendre du jus de papaye fermenté et je vais m'en porter mieux. Est-ce que cette attitude vous paraît complètement farfelue ou ça a un sens? Non, je pense que dans l'évolution humaine, les produits fermentés ont une grande importance. L'homme, depuis un certain temps, vit avec des boissons fermentées, le lait, le vin, l'alcool, enfin... Donc les produits fermentés, c'est quand même d'origine naturelle, n'est-ce pas? C'est des produits fabriqués biologiquement par des levures, des bactéries. Donc je pense qu'il faudrait donc surtout préconiser ces produits d'origine naturelle. Alors le jus de papaye fermenté est un peu particulier. C'est extrait du pot fruit de papaye, mais qui a perdu toutes ses vitamines.
Et c'est une fermentation par des levures. Donc c'est le produit de fermentation par des levures de sucre d'origine naturelle et qui est active. Est active en étant surtout inductrice d'antioxydants. C'est pas des produits antioxydants, mais inductrice d'antioxydants naturels. Et donc je serais toujours plutôt en faveur, si vous voulez, non pas de pastilles chimiques, mais de produits naturels qui génèrent des produits antioxydants. Alors je vais poser une question stupide, mais peut-être que les auditeurs se posent la même. Qu'est-ce qui est supérieur? Est-ce que c'est le jus de papaye frais ou le jus de papaye fermenté? C'est peut-être les deux. Le jus de papaye frais va vous apporter des vitamines, surtout la vitamine C, et le jus de papaye fermenté va permettre à votre organisme de fabriquer des antioxydants, notamment du glutathion. Alors, j'ai un autre mot clé, on peut dire, je ne sais pas s'il est dans le livre, mais enfin, que j'utilise, c'est le glutathion. Le glutathion, c'est une petite molécule naturelle que nous fabriquons, qui est faite de 3 acides aminés, et qui est le plus puissant antioxydant naturel que nous ayons. Et donc, nous l'utilisons tout le temps. Nous le fabriquons, mais au fur et à mesure que nous vieillissons, nos mitochondries fonctionnent plus mal, génèrent davantage de radicaux libres, donc il nous faut davantage de ce produit. Alors, il faut l'ingérer. Alors, l'ingérer, là, on va vous dire, mais non, mais il n'est pas absorbable. C'est faux. On peut trouver des formes absorbables de glutathion. Et donc, c'est ce que je préconise. Alors, c'est le glutathion, G-L-U-T-A. G-L-U-T-A-T-H-I-O-N. Le TH est important parce que c'est le groupement thiol qui est antioxydant. Alors, ce glutathion est une espèce de produit miracle qui, précisément, est typiquement le produit miracle antioxydant. Je pense que c'est l'aspirine du XXIe siècle. Alors, comment se fait-il qu'on ne le trouve pas en pharmacie? Parce que là aussi, il y a des préjugés mentaux qui durent, c'est-à-dire qu'on dit ce glutathion si on l'injecte par la voie sous-cutanée ou intramusculaire ou intraveineuse, il a une vie très très courte, il est tout de suite éliminé, et si vous l'absorbez par la bouche, il ne passe pas, ou il est détruit par l'estomac. Ceci est faux. Et il y a des expériences qui le prouvent. Mais ces idées-là ont la vie dure, vous voyez. Mmh. Et plus le temps passe, plus quand même les choses avancent, il y a davantage de médecins qui sont bien informés et convaincus, et ce produit est vraiment très utile dans les luttes contre les infections dont je vous parlais tout à l'heure, avec les antibiotiques. Donc c'est une recommandation sérieuse, se procurer du glutathion, G-L-U-T-A-T-H-I-O-N, et disons en prendre en quantité raisonnable sans abuser. Donc il faut qu'il soit réduit en présence d'un autre antioxydant qui est la vitamine C. S'il n'est pas réduit, s'il est oxydé, il est toxique, n'est-ce pas? Alors c'est compliqué. Donc il faut que ça soit du glutathion réduit. Voilà. Et comment trouve-t-on ça sur Internet, je présume? Vous le trouvez sur Internet. Il y a plusieurs formes, on peut dire. Et c'est présenté comme un complément alimentaire. Pour l'instant, c'est un complément alimentaire, mais je pense qu'il mérite mieux. Alors, c'est quand même curieux que ce produit dont toutes les caractéristiques sont bien identifiées, eh bien, c'est quelque chose dont on ne parle pas et qui n'existe de façon commerciale qu'en l'achetant de façon un peu clandestine, enfin pas nécessairement, c'est un complément alimentaire. Un complément alimentaire, on peut l'avoir, mais en France, il est nécessaire d'aller sur Internet et de le commander aux États-Unis. Pour l'instant, oui. Alors bon, écoutez, en tout cas, c'est une recette intéressante. Je vais essayer personnellement et je vais voir si j'arrive à vivre 120 ans comme Madame Calment. Mais il faut vivre 120 ans en bonne santé, enfin en bon état. Ah oui, ça c'est le point important, parce que si vous voulez, l'important c'est d'avoir toute sa tête, bien sûr. Absolument. Alors, je voulais peut-être terminer par la médecine P4, que vous avez évoquée tout à l'heure, enfin, cette médecine nouvelle, qui est une médecine de prévention. P4, le premier P, c'est la prévention. C'est-à-dire que il vaut mieux, comme le dit le livre, mieux prévenir, être dans un état en bonne santé, que d'arriver à une situation critique, irréversible, comme c'est le cas, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, à la fin, ou des cancers. Donc, éviter tous les facteurs de risque. Et ça, c'est le deuxième P, prédiction. Ces facteurs de risque, les laboratoires peuvent vous les donner. C'est des facteurs de risque, simplement, c'est une information. Ils ne vont pas vous dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ils vont dire, attention, si vous faites cela, vous avez un facteur de risque
augmenter. Deuxième P. Troisième P, personnalisation. On en a déjà parlé, bien sûr. Il faut adapter cette médecine de prévention à la personne. Nous avons tous des terrains génétiques différents. C'est-à-dire que nous avons un ADN commun, mais nous avons aussi beaucoup d'ADN un petit peu différents, qui font que nous sommes différents des autres. Chacun est différent de l'autre. Et donc, au niveau génétique, il est important de connaître et de s'adapter à la personne. Donc, génétique par le laboratoire, et à nouveau, c'est un facteur de risque, c'est pas un facteur de condamnation ou d'évitement. Et donc, que le médecin informe son patient et le traite par des produits naturels en conséquence. Quatrième P, participation. C'est-à-dire que l'attitude du médecin vis-à-vis de son patient, c'est pas une attitude de dominant à dominer. C'est une attitude de dialogue. Le médecin doit apprendre à écouter son patient. On l'a vu pour la maladie de Lyme. Souvent, les patients de Lyme sont désespérés parce que le médecin ne considère qu'ils sont pas malades. N'est-ce pas? Donc, 4 P, très important pour cette médecine du futur, qui coûtera beaucoup moins cher que la médecine actuelle et qui permettra de faire disparaître le déficit de la sécurité sociale et de faire avoir des individus vieillissants très actifs, en très bonne santé. Si on voulait caricaturer, le médecin reçoit ses malades en coup de vent et leur sort une ordonnance coûteuse avec des produits qui sont administrés à l'appel sans beaucoup de finesse. Ça, c'est une critique de la médecine. Les médecins vont hurler en entendant ceci. Ils ont leurs propres problèmes, mais on voudrait plutôt arriver à une situation un peu comme celle du Japon, où lorsque on va voir un médecin au Japon, on ne sort pas en général avec une ordonnance de produits pharmaceutiques, c'est-à-dire que l'ordonnance n'est pas quelque chose de systématique. Aujourd'hui en France, si on n'a pas d'ordonnance avec la prescription de médicaments, on a l'impression de s'être fait rouler par le médecin. Est-ce que je caricature ça? Non, tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est la médecine des petites boîtes et la médecine de prescription magistrale a disparu. Autrefois, le médecin créait son propre médicament en ajoutant telle et telle chose. Oui, et le pharmacien était un véritable pharmacien, c'est-à-dire qu'il faisait la préparation médicale du médecin. Écoutez, nous arrivons à la fin de notre émission, malheureusement. Vous voyez, c'est passé très vite, professeur Montagnier. Je voudrais encore recommander à nos auditeurs de lire votre livre, Luc Montagnier, Les combats de la vie, mieux que guérir, prévenir. Je rappelle que vous êtes le prix Nobel de médecine 2008 et ce qui est extraordinaire, je voudrais quand même le dire à nos auditeurs, pour un homme de 82 ans, eh bien on a l'impression que vous êtes fort jeune, vous avez encore beaucoup de choses à nous dire et je vous souhaite longue vie, professeur Montagnier, et merci de nous avoir aidés à combattre pour la vie dans cette émission. Eh bien, je vous renvoie le compliment. Merci à vous, professeur de Wells, et surtout longue vie et en bonne santé. Bonsoir et rendez-vous dans 4 semaines.